So just while we wait for Alexandra to arrive, a few quick words. So of course it's very special that the fair is taking place this year with the circumstances we all know about. And I think it's very important. We had a very successful first day yesterday. Everybody was truly enjoying to be able to experience artworks in real life, as Alexandra says. The selection this year is especially relevant. The fair has opened up to India with different presentations, both on site and also in Musée Guimet. The institutional aspect is very important for the fair. It is, of course, a platform to show the best of the Asian art scenes, but it's also an intermediary to really convey the importance of Asian culture to European audiences and to also make links between artists, galleries, and the institutions here in Paris and beyond. Okay. So I think that's really a very special characteristic of the fair. How many galleries are participating this year? So there are 30 projects, most of them presented by galleries, but there's also a project by the Gujral Foundation, which I think we will be taking a look at later on. Feroz Gujral, she is one of the patrons of the Muji Biennial, and there's also other independent curated projects. We have a video platform with Taiwanese artists, but altogether it is 30 projects here on site, and then several projects off-site at Musée Guimet, Musée Cernouchi as well. Oh, good, good. Okay, yes. So that's thank you so much. Maybe we can start with Hervé to present us his project, and then in the meantime Alexandra will arrive and take us for a tour. So Hervé, you are an independent curator. You work a lot for LVMH. And you've been working for many years for Caisse des Dépôts and Consignation. And you're a multiple task personality. You're as well a curator and an art advisor. And you work a lot with art and fashion, with Dior and Vuitton. And you have joined the Asia Now with presenting this artist that you have to tell us the story, how you have met and how this adventure happened. Sure. So hello everybody. Happy to present our project. So a few years ago, with two friends of mine, Johanna Chevalier and François Sarkozy, we decided to create a club, an association of three collectors, art lovers, beside the work that we have, and to find some emerging artists from all around the world and to promote them to collection, creators, and several actors from the art world. So last year, in November, I went to Shanghai for the opening of the Pompidou Center. And just before I left, I met Yunyao Zhao, who is here with us today. It was a long journey because actually I fell in love with the work. We both work for our association. And then in January, Yunyao was visiting France. So we had some discussion. And then because of COVID, actually he stayed in France since January. So he's here since 9 months now. And with Alexandra, she was kind enough to invite us to present his work. So it's a double exhibition. There is a show in Paris, a new gallery, Chinese-French gallery called Galerie Margot, who opened on Monday, 4 Rue des Minimes, Paris. Where? Sorry, where in Paris? 4 Rue des Minimes.
It's in Le Rue des Marais. Mines. Minime. Minime, dans le Marais. Ok. Ouais. Let's call the gallery Margot, M-A-R-G-U-O. G-U-O. And here at the drawing room in Agena, we present mostly works which was made during his stay in Paris. So maybe I can start to show you one work from 2017, so which come from Shanghai. I'm not very good with this, but can you see it? No, we can see you. Yeah. Oh, good. Michelangelo. Okay. So yeah, this work is made on felt. It's graphite on felt, and he's been working with this medium for almost 10 years now. But actually, I think because the artist is here and he speaks English, better to him to explain a little bit more about his work, and then I can interact if you don't mind. Hello again. C'est ce que je fais. Hello, everyone. Yes. Hello. Hello again. I'm very happy to represent my work with F.A. Mikhailov and in Agena. So I think I can explain my work to every audience. Okay. Yes. Do you think it's possible that you take off your mask to talk, because it's Oh, sure. Sure. I should have asked Hervé as well, actually. Yeah, thank you so much, because it's we can hear you better now. Okay, yes. Good. So we can start from the because in this solo presentation I will show two series work. The first series work is here. We can see on this wall I show 7 pieces of paper drawing, which is I made during the confinement in Paris. So at the beginning of a COVID start, I'm already in Paris, so I'm not too many French friends here, so I'm a little bit scary. Then I think I should focus on my work. It could be change my mind, change my mood. So I use the sketchbook, which is always, when I travel, I will carry the sketchbook and the very basic pencil like that. And one day I went to Monoprix, the supermarket in Paris, very close to my flat. And then I bought some color pencil for children. Actually, it's 12 colors. I think it's very good for me. I can do some colorful drawing, which is like the meditation for myself. So then I start piece by piece. So all this work I according to the German photographer Wilhelm von Gordon. It's very famous German photographer, the beginning of the 20th century, and his black white photos, small size. It's very attractive. So I try to use like his photo to start with my drawing. So every works here, it's different color. I transfer the photo. Even every figure you will see, it's like a spirit. It's not human being. Because for me, I think the image give me a sense like a utopian sense. Because all these small photo. He used a nude model with a Mediterranean landscape. So then I start this one. It's the first piece I started. Then I start work piece by piece until the confinement stopped. It's very strange to see the way they look, because they
it's photography, and then you've been drawing on it, right? With Oh, yes. For me, you saw this work. It's all paper works. I use my hand to draw, so it's not based on the print. Because I'm interested in the relationship between the photography and the drawing, because I think it's two methods to produce image. So I try to find another, because drawing or painting are very traditional media. So I just try to find maybe another path to develop the drawings. So I find maybe I could use my own way, like very simple, just use my eyes, my hand to draw. And you are very interested by the classicism vocabulary of the representation of It's because it's my I think it's about my background, because I started my study in college 2003, and my professor, he is the first generation in China. After 1949, the government sent students to France, to Europe. And my professor, he used to study in Beaux-Arts, Paris. And then he came back to China, become very famous. And I'm very lucky to be a student of him. So I think I got 4 years training by him, and I saw a lot of European old master painting drawings. And also I make a lot of, the live drawing in the studio. So that's 4 years. It could be a very, very important period for my early study. So that's why I think when I'm in Europe, I saw all these real works, which is I never saw it before. So it could be a very strong influence by me. But we have a question from someone. Do you copy the pictures or? Yeah, actually, it's not copy. For me, I want to use image. It's more like a transformation. Transformation. Yes, because I always use a very how to say, specific details of image, because I don't want to like created some the own style. I just for me, I think I have to do like opposite way. I mean, for the drawing, painting, you definitely do some study first, then you make a painting. But for me, all this work, I call them drawing. I never do painting. Maybe we can see here. I can explain more. Sorry. Okay. So let me explain another serious work in this solo representation. Here is the too big drawing. It's felt. It's felt works, because I usually I make drawings on felt. Felt, it's like the fabric. It's not very traditional material to produce artwork. Actually, in China, we use this material to produce like an inner of clothes, or sometimes it's cotton. So this, if you see closer, you will see the texture. It's really special. So I started with work on this material since 2010. It's 10 years ago. I also, the works is not print. Every work is hand drawing. I use pencil and graphite to draw. The subject always about the European, the ancient time, of like ancient Greek mythology, or the Renaissance old masters sculpture. So this work, you will see the figure. It's about the Perseus keep the head of Medusa, and this one, it's another figure of Paris, which is also from the mythology story.
Um, because the felt, it's very how to say, it's very hard to make drawing on it. Yes. You cannot make any mistake. Otherwise, it's no way to erase. Mhm. It's fascinating because as we cannot see it in real, we have the feeling that it's a bit phantomatic, you know, Yeah. that there's some kind of it's like a 3D in I don't know, in some kind of Yeah, because smoky atmosphere. yeah, I see this one. It's like the statue around the floor, so it's good like the smoky surrounding. Because for me, I think if every audience see my work on the screen, like cell phone or laptop, it could be another interesting issues, because for me, I want to do some works about illusion, because if you see the real works in the fair, you might know the texture of the work. But when you, because all the work is black and white, mainly almost my work black white. So when you saw this work on the screen, because screen only flat, so you cannot identity. What's this? The texture, or what is the, maybe it's an image or a print. But I mean it. I want to make audience to think about it's. It could be the possibility to develop the drawing. Mhm, mhm. Yeah. That's very interesting. That's very interesting. So you made these pieces for Asia, for the fair specifically. For example, like we saw the small drawings I made in confinement. So I think it's best timing to show them in Paris in this year. And here this work I made for the fair. It's took me. I should tell another very important element, because I think for artists time is very important. Every work I work on the felt, it's took very long process. It's because the material of felt, it decided the method, even the process. So like, for example, like this piece, I started with this piece since July, the end of July. I finished almost the September. So it's quite a long time, and I have to focus with every details. Yeah. And what is the original color of the felt fabric? You might can see here. It's white. It's white. Yeah, it's a side you can see. Okay. Yes. Oh wow, surprising. Yes. So there's quite a lot of graphite material on it. Yeah. It's hours of sort of trying to taint the fabric. Yes, that's why I think when I explain my work about the process, I think it's much more interesting than the final painting, final drawing. It's not painted, right? Is it painted? No, it's painting. For me, I think it's more like drawing. Drawing. It's graphite. Yeah. Yes. So graphite actually is it powder? Oh no, it's like the pencil, like it's the pencil. Like, yeah. Yes. Okay. Yes. Wait. Okay. It's very thin pencil. Yes. Yes. Okay. Yeah. And here you can see another works. This work is colorful. It also on felt. So I use pastel and color pencil. So when I want to make like colorful works on felt, I will change the material. This work I mix two images. It's also about the illusion. When you see the closer, you cannot the identity
what is the image, where is the eyes or where is the head. But you get further, you might be so it's actually it's two image. One image is about the face, two eyes and nose. Here it's Oedipus because he killed father, married mother, and then he cut his eye. This is the statue is here. Oh, And then yes. I put another image, mixed another image. It's like two men lie on the floor. Mhm. So it's the title of this piece called Relation. Mhm. Yeah, And it's very interesting the way you you renew the language of classicism and yeah, Greek mythology. It's again a new sort of language over subjects that that's yeah. Yeah, and maybe I can show another one. It's more. So this is my works. The title is Portrait. Actually, it's my self-portrait. It's I put myself and mix my face with a head of Medusa. So if the whole technique, it's very classical technique. You can see the lines on the felt. I use a pencil and very quickly to draw. So if you get back, you might be identity the two head. My head just like lie on the table. So here's the eyes, here's my nose, here's the lips here, and the Medusa's head just the mixed with my face. You will see the hair with snakes here. Mm. Yeah, interesting. Yourself in Medusa. Is that when we look at you, we're supposed to be scared and run away? No. Yeah. And don't look front, but look in the back. No. Okay. Well, thank you so much for this fantastic presentation, and I'm really happy for you that you're staying in Paris and that you found a studio to stay and produce. Yes, because I now in the meanwhile I have another exhibition in the Gallery Margot in Mahé. So the Gallery Margot, they have a space called the Margot Lab. So I'm very lucky. The lab's like kind of like studio. I can use the space to produce work over there. So even the location is very nice. It's in the central. We are freeze. Yeah. Oh, that's fantastic. We can't wait to come and see the gallery as well. We are a bit stuck in London for the moment, but don't worry, we will come. We will come and see you. We have the same fate, same destiny. Exactly. Thank you so much for your time. Thank you so much, Hervé, for this presentation. And I think that it's amazing talent that you have discovered, Hervé. Quite interesting, and we can't wait to come and see the exhibition at the Margot Gallery after the fair. Yeah, and so we're going this year. Yes, exactly. So good luck to you, and good luck to yes, I think it's a fantastic discovery. We're very happy. Okay, thank you very much, and Have a good day. Bye-bye. Bye. Bye. So Omar, I think we're going to go and visit the fair. Are you with someone? Did you find someone to accompany you finally? They all went. I mean, they're all gone. They're all yeah. gone. Okay, so you're on your own. Okay, so you know what you're going to do? I will just check if they're around, and yeah, I'll keep you informed. You go to the booth and you ask the gallerist to present his stand. I know that Adrien de Montferrand is waiting for us.
And maybe Claudia Petzold, can she take you around if you can find her? I will try to. Okay, so yeah. Here, who is it? It's Nathalie, Philippe and Nathalie Valois. Oh yes, so maybe they can present. Yeah. Yeah. Vous pouvez faire une présentation. Après, ok. D'accord, ok. She said maybe a little Ouais, bit. j'ai entendu. J'aurais dû. Ouais, mais c'est sûr que comme elle n'a pas été prévenue, la pauvre. So here we are in Parc Dongso Gallery. Attends, va un peu moins vite, hein, parce que ça va très très... Ouais. Il faudrait que... Je vais essayer d'appeler Claudia pour que... Oui, voilà, essayez d'appeler quelqu'un. Ouais. Je vois pas quel est le plan de la foire, donc c'est... Ah non, elle me répond pas, Claudia, zut. Bonjour. Vas-y, demande-lui qu'elle nous fasse une petite présentation. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation en Zoom? C'est en live, vous voulez que j'enlève Oui. ça? C'est bon? Comme vous voulez, vous pouvez l'enlever, c'est Ok. peut-être mieux. Alors, bonjour, vous êtes sur le stand de la galerie Bingei, qui nous présente de l'art contemporain japonais. Et aujourd'hui, donc, voilà, vous pouvez découvrir l'œuvre de Toshimasa Kikuchi, qui est un artiste contemporain japonais qui a été énormément influencé par le travail photographique de Man Ray, qui a fait suivi une photo sur les objets mathématiques. Ces objets mathématiques sont à l'Institut Poincaré à Paris. Et donc, voilà, Toshimasa Kikuchi, qui est un grand sculpteur, s'est inspiré de ces photos pour sculpter des modèles mathématiques. Alors ici, vous pouvez trouver une installation qui s'appelle Needles. Ces œuvres sont en hinoki, c'est un cyprès japonais, et chacune est laquée avec une technique. Voilà, ces sculptures représentent la surface de Quen, qui est inventée en 1884 par Theodore Quen. Mais cet artiste sculpte aussi d'autres modèles mathématiques qui ont des formes similaires mais différentes. C'est une galerie. Vous êtes où? Vous êtes à Tokyo? À Saint-Germain-des-Prés, rue Visconti, vers la rue Seine. Ah oui, vous êtes dans ma rue. Incroyable. Voilà. Mais quel numéro de la rue Visconti? Au 5. Okay. Ah oui, je vois. Ouais. C'est formidable. Hein. Mais vous faites Asia Now chaque année? Pardon? Vous faites Asia Now chaque année? Première année. C'est la première année, d'accord. Voilà. L'artiste sera exposé au musée Guimet dans la Rotonde en juin 2021, donc juin prochain, avec une grande installation. Et l'œuvre principale sera une sculpture monumentale de travail 40, horizontale, dans un noir mat, un peu comme cette sculpture que vous pouvez voir. D'accord, ok. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ah voilà, j'ai réussi à texter Alexandra qui vient d'arriver. Merci beaucoup. Bonjour Alexandra, fin. Pardon, je suis absolument désolée de ces petits contretemps. Voilà, c'est la vie de l'organisatrice de bah oui, exactement. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas de trouver un peu de temps pour on a eu une super présentation. Comme souvent, vous accueillir en réel dans cette fois. Voilà. Et on est ravis néanmoins de vous avoir en Zoom. Merci vraiment de l'avoir programmé. Bah, écoute, est-ce que tu pourrais nous emmener faire un petit tour de la foire et nous emmener voir, je crois qu'Adrien de Montferrand aussi attendait ce qu'on connaît de Londres, évidemment. Adrien vous attend avec impatience. Ah oui, voilà. On est très heureux d'avoir Adrien qui revient. Et on est très heureux également d'avoir
des nouveaux venus, notamment en design, avec là la proposition de François Lafano. Je ne sais pas si... Oui, il a mis des œuvres de Noguchi. En fait, il a mis des œuvres de Choi Bui-hoon, de Isamu Noguchi, de Kenzo Tenge, de Isaku Shinji-shu, de Junyana Ishigami, qui était à la Fondation Cartier, je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, il y a 2 ans, tu sais, c'est cet architecte japonais qui a eu toute une expo avec des maquettes et des plans incroyables de sa ville verte à la Fondation Cartier, et Kim Ye-yoon. Et donc, on a une chance folle parce que sur ces imitations quasiment de tatami, qui reconstitue une forme de setup hyper japonais de maison traditionnelle. On a là vraiment sur 48 mètres carrés un condensé de beauté coréenne et japonaise. C'est un truc complètement fou. Ah oui, c'est magnifique leur stand. Très très beau. Ouais. Très très beau. Ouais. C'est ça le travail d'Ishigami là. Ah oui. Qu'est-ce que c'est comme matériau ça? C'est de la laine. Et ces galets à côté là, ces espèces de galets qui sont des, enfin, je sais pas, des petits tabourets noirs. Ça, Ouais. c'est Choi Bloom-hoon. Et c'est cet artiste coréen en fait. Et en fait, Downtown et leur galerie mère, ils travaillent directement vraiment avec l'artiste coréen depuis, je crois, 20 ans. C'est magnifique ça. Hein. C'est somptueux, c'est-à-dire que ouais, somptueux. C'est là où on a vraiment beaucoup de chance à la fois. J'imagine qu'on vous l'a dit avant, d'avoir finalement, on a eu énormément de chance. On a pu, avec l'aide de galeries comme celle-là, réorganiser une foire cette année qui était compliquée avec le Covid, mais compliquée au-delà c'est pas le problème de ne pas avoir de collectionneurs américains qui voyagent pour nous. Le problème, c'est la source. Donc, c'était de risquer sans galerie et sans artistes qui font le déplacement, alors que les galeries mères sont en Asie, c'était d'avoir un contenu quand même très vide. Et comment, finalement, on réussit aujourd'hui à ouvrir? C'est grâce à ce soutien formidable de galeries qui composent le tissu local français, le tissu local à Paris, avec des galeries aussi comme Adrien qui aujourd'hui prend l'Eurostar pour venir. C'est pas si facile que ça. Et on a des lettres et des lettres de Musée Guimet, etc. pour qu'il arrive à le faire. Donc, mais c'est grâce à ce tissu-là local et à cet écosystème local qui tout à coup décident de venir en proposant le meilleur de leur programme Asie et le meilleur des artistes asiatiques qu'ils défendent, qui sont des propositions qui n'ont pas forcément l'opportunité d'avoir toujours leur place à la FIAC, parce que voilà, le stand est limité, le prix du mètre carré fait qu'à un moment donné, il y a des choix et des arbitrages à faire, et qu'ils ont pris le parti pris cette année de venir en force pour montrer ce programme Asie chacun. Et ça, ça donne un programme de très très haute volée dont je suis très très heureuse. Ouais. Vous avez eu aussi Almine Reich et Perrotin qui vous ont rejoint. Absolument, on va vous emmener. Ouais. Je vous emmène là chez Adrien. Voilà. Mais tout à coup, pour Adrien, ce voyage de Londres, c'est comme un voyage du bout du monde. Parce que c'est pas... Hello Adrien, comment vas-tu? Je sais pas qui c'est. Ah, salut Anne-Pierre, tu vas bien? Comment ça va? C'est bien de te voir à Paris pour une fois. On ne te voit pas, tu vois, on te voit pas à Londres. Tu viens ou pas? Écoute, non, malheureusement, figure-toi. Malheureusement, non, je reste derrière mon écran. D'accord, bon. Écoute, on est venu sur la foire d'Alexandra avec un mini solo show d'une artiste, comment dire, abstraite qui s'appelle Chen Jiarhua, ça ne va rien dire.
Elle est jeune, elle est née en 97. Et c'est une femme qui essaie de truquer l'esprit, de tromper l'esprit et de manière concrète avec des choses très matérielles, le spectateur, avec aussi visuellement ce qu'elle fait. Par exemple, ici, on a l'impression que c'est du carton et en fait, elle travaille vraiment tous les détails pour justement comment dire, vieillir volontairement et tromper la personne qui pense que la toile est abîmée. Là, sur le côté, je sais pas si on voit qu'il y a des altérations et en fait, c'est volontaire. Ce sont des altérations qu'elle a faites elle-même pour vieillir et tromper le spectateur. De la même manière ici, on a une espèce de petit morceau de scotch qu'elle a elle-même apposé avec de la peinture sur l'œuvre pour tromper l'esprit des gens qui regardent l'œuvre en pensant que c'est un scotch d'emballage qui aurait été oublié ou qui aurait abîmé la pièce. C'est une box en fait, il y a pas mal de volume, non? Alors justement, ça, c'est la deuxième partie de son travail, c'est la manière dont elle aimerait tromper la visualisation de l'œuvre. Et là, elle demande à son encadreur de faire des châssis très épais pour que l'ombre qui va s'appliquer sur l'œuvre avec la lumière qui est projetée sur l'œuvre fasse partie intégrante de l'œuvre en fait. D'accord. Et elle va utiliser toutes les comment on appelle ça, toutes les surfaces qui sont à sa disposition. On va voir ici qu'elle va même utiliser les côtés de la peinture pour s'exprimer. C'est une artiste que tu présentes pour la première fois? Alors, sur le salon Asiana, non, parce qu'on a présenté 2 œuvres de Chenjaro l'année dernière, qu'on a tout de suite vendues. Et d'ailleurs, elle aussi a une institution à Tokyo. Et donc, on a décidé cette année de la présenter d'une manière un peu plus importante sur notre stand. Après, comme elle peint très lentement, on n'a pas pu remplir notre stand de peinture de Chenjaro. Et donc, on est venu avec plusieurs choses. On est venu avec Shelley, que tu as dû voir dans la galerie, qui fait ses coucous, comme on appelle ça, ces chouettes qui sont techniquement absolument hallucinantes parce que c'est comme des tableaux rétro-éclairés et qui sont un peu une définition ou une allégorie de ce que lui est en fait, en étant chinois à Paris. Il n'est pas français et quand il revient en Chine, il n'est pas chinois non plus parce qu'il est français. Donc, c'est un peu cet entre-deux. Et là, la chouette est un peu comme un animal d'entre-deux, c'est-à-dire que c'est un animal qu'on ne voit jamais, mais qui nous voit tout le temps. C'est un animal qui se réveille à des heures où on ne l'attend pas, etc., etc. Donc, c'est une espèce d'allégorie, un symboliste un petit peu qui veut exprimer ici. Quelqu'un me demande quel est le nom de l'artiste des chouettes, là, c'est Shelley. Oui. Ah oui, Xilei. Oui, on avait vu Xilei. On a la chance de l'avoir en conversation. Voilà. Il est actuellement en résidence à la Casa de Velázquez Voilà. à Madrid et on l'a en conversation. Il arrive tout à l'heure, ce soir. Absolument, avec Cathy Aliou, la directrice scientifique du développement et des programmes de l'École nationale des beaux-arts que tu connais peut-être, Anne-Claire, qui le suit depuis sa sortie des beaux-arts, qui connaît très bien son travail et qui va donc commenter son travail. Et je crois que le talk sera cette semaine et on pourra vous dire quand on pourra avoir accès à l'Insta Live aussi. D'accord, ok. Peut-être que je continue avec toi. Bon, à bientôt. Merci Adrien. Juste avant qu'on reparte, le nom de la première artiste japonaise là. Non, elle est chinoise, c'est Chenjaro. Ah, elle est chinoise, oui, d'accord. Ouais. Ok, Chenjaro. Voilà. Ok, merci pour cette petite leçon de À chinois. bientôt. Merci, à bientôt. Je vous emmène chez la voisine directe d'Adrien, la galerie Jeanne Bucher-Gégère, qui est pour la première fois à Ejona, et je suis particulièrement presque émue en fait de la proposition qu'elle nous fait, parce que c'est une proposition vraiment historique. C'est autour de l'artiste indienne qui est devenue entre-temps citoyenne américaine, qui s'appelle Zarina Hashimi.
Il se trouve que son nom est tellement évocateur, notamment aux États-Unis, qu'on l'appelle, elle est connue sous le nom de Zarina uniquement. C'est une artiste qui est déjà très présente dans les collections muséales du monde entier, qui a déjà eu une monographie au Guggenheim, dont les pièces sont à la fois au MoMA, à la Tate, à Pompidou, qui est peut-être un peu méconnue, ou pas assez connue en France, et qui vient de mourir le 25 avril. Rien à voir avec le Covid, mais c'est un petit peu, en tout cas pour la première fois sur une foire, hein, la première présentation post-mortem de l'artiste, et c'est un solo show. Je vous amène sur le stand. Vous voyez, voilà, ces œuvres, c'est assez fulgurant, cette pureté des formes. Ça évoque tout de suite une forme d'arte povera ou de minimalisme coréen. Mais voilà, c'est une artiste indienne qui est née. Elle est née quand, Zarina? En 1937. Oui, en 1937. Peut-être que vous pouvez en dire un tout petit mot. Oui, sur quel BNC. BNC, très bien. C'est une artiste qui est décédée, j'aurais peur de me répéter, une artiste qui est décédée en avril dernier, à l'âge de 83 ans. Nous, on présente plusieurs époques de son travail. Des tableaux, des œuvres, pardon, qui sont des collages. Le travail de la feuille d'étain, le travail de la feuille d'or sont des matériaux qui ont été utilisés par Zarina quelques années avant son décès. Les formes géométriques, c'est une référence à l'astral. Elle se sachant vieillissante, elle a travaillé autour de la notion du voyage, du voyage. Toute son œuvre est jalonnée de références au voyage. Ça, c'est de la feuille d'étain, en l'occurrence. Les œuvres qui sont exposées de l'autre côté de notre stand sont des travaux moins récents. Ça, c'est du papier tressé, des feuilles de papier tressé. Le lien géométrique, elle a fait des études de mathématiques. Donc, tout ce qui est géométrique, toutes les références aux formes, jalonnent son œuvre depuis ses premiers dessins jusqu'aux œuvres les plus récentes. Les œuvres, je me permets de revenir sur les œuvres, les sculptures qui sont sur le mur, ce sont des sculptures qui sont faites en pulpe de papier, c'est-à-dire qu'elle utilise le papier, elle va en faire une sorte de pâte, et c'est par pression ensuite de la pâte, par séchage, par collage et par ajout de pigments, puis ensuite évidemment sculpté, qui donne un rendu, voilà, une sorte de sculpture. Très beau, hein? Très beau. On a une de membres, on collectionne une chez elle à Londres. Ouais. Malheureusement peu connue en France. Elle a eu deux belles rétrospectives au Guggenheim et au Met Museum à New York, intitulée Paper Like Skin en 2011. Et c'est une des 4 artistes qui représentaient l'Inde à la Biennale de Venise en 2011. Et la galerie Jeanne Bucher, elle est plus rue de Seine, si? Alors, on a 2 espaces, rue de Seine et rue de Saintonge. L'espace rue de Seine, pour l'instant, sert d'espace d'exposition, d'espace de rendez-vous. Et notre exposition actuelle, rue de Seine, est une rétrospective, un hommage rendu à Marc Tobey, pionnier de l'expressionnisme abstrait. Ah, ok. Très bien. Avec un trait du Centre Pompidou. Ouais. Merci. Merci. Moi, j'ai découvert personnellement ce travail que j'avoue, je connaissais. Peu connu en France, mais je ne peux même pas me dire que je le connaissais pas. Je le connaissais peu, je le connaissais pas. Oui. Donc, mais j'ai eu un choc, j'ai eu une vraie émotion. Et ça, c'était à Delhi, fin janvier, 30 janvier, le jour de l'inauguration de l'expo de Kiran Nadar à sa fondation à Delhi. Et j'ai fait l'expo un peu prise par la main avec Alexandra Monroe qui me dit ça. Bien sûr. C'est magnifique, c'est très subtil. C'est vraiment important. Oui. Et donc, quand on en a parlé avec Véronique Gégère de l'opportunité d'une exposition pareille, de type quasiment muséal, même si on est sur un espace de 40 mètres carrés, d'avoir des pièces comme ça, moi je suis très très émue de les avoir à la fois. Et peut-être que je rebondis sur les propositions indiennes qui sont faites cette année à la fois, puisque pour la première fois,
nous élargissons le champ d'exploration régional à la scène indienne. Alors là, en l'occurrence, avec la figure tutélaire, hein, totalement historique, mais j'aimerais bien maintenant peut-être vous emmener voir d'autres artistes contemporains et vous proposer peut-être de passer vite, mais de passer tout de même. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, c'est magnifique, absolument. Ouais. Belle découverte. Excusez-moi. Descendons. Excusez-moi, je ne peux plus avoir de batterie. Est-ce qu'on peut avoir un chargeur ou quelque chose? On va faire vite, hein. De toute façon, tu sais, on arrive à la fin de notre Zoom, de toute façon. Oui. Je crois que ça va s'arrêter tout de suite. Il me reste 10%. Ouais. Est-ce que vous avez une batterie amovible ou un truc? Merci. On nous emmène sur le stand d'Emmanuel Perrotin et on fait partie sur les voilà, c'est pour donner le groupe BNC de Anne-Pierre Dali Ganet. Et nous sommes en train de faire un petit tour des artistes contemporains. On vient de voir Sarina, figure historique. Est-ce que vous pouvez nous parler de Partikar, qui est l'artiste aujourd'hui, je pense, la plus connue en Inde avec Shilpa Gupta et Rina Banerjee. Mais voilà, elle habite Londres. J'ai visité, j'ai eu l'occasion de visiter son atelier à Delhi. Elle préparait à l'époque l'expo, le show Perrotin de Léa. Exactement. C'était en janvier. J'avais visité avant l'atelier de son mari Subodh Gupta. Et peut-être vous pouvez dire un mot sur son travail qui est vraiment assez exceptionnel. Alors, donc, Partikar ici travaille sur une série donc, de cartes qu'on appelle les Points of Departure, c'est-à-dire les points de départ. Au début, elle a travaillé sur une œuvre qu'elle a achetée donc, de l'Atlas, de Larousse, qui datait de 1945 et sur lequel elle a apposé des bindis, qui est un petit peu sa marque de fabrique, puisque les femmes indiennes mettent bon sur leur front. Et depuis, elle en a développé toute une série, donc ces cartes datent de 2018, où elle reprend donc, de vieilles cartes qui représentent certains pays, des continents évidemment, sur lesquels elle appose donc, toujours ces fameux bindis qui sont très très présents dans le travail de l'artiste. Qu'est-ce que c'est que les bindis? Qu'est-ce que c'est? Les bindis, donc c'est ce que mettent les femmes ici. Ah les oui. femmes indiennes au centre de leur front. D'accord. Le troisième œil, tout à fait. Ça, c'est magnifique, hein. Ces petites sculptures aussi, peut-être on peut en dire un mot, parce que c'est vraiment des objets merveilleux. Alors, ces sculptures sont appelées les intermédiaires, donc des intermediaries. L'artiste ici donc, a fait beaucoup de flea market, donc de marchés dans le sud de l'Inde, où elle a collectionné et rassemblé des tas de petites sculptures, des petites figurines qui représentent des divinités ou des animaux, très connus dans la culture indienne. Elle les a cassées et ensuite assemblées entre elles pour créer des sortes de nouvelles divinités, de personnages hybrides, des sortes d'avatars en fait. C'est cette hybridation justement entre le vernaculaire et en même temps l'universel qui crée, je trouve, un objet contemporain mais totalement unique. C'est ce qu'on aime bien aussi à la fois. Bien sûr, intime, particulier, même avec de nouveaux pouvoirs, on pourrait dire. Même. Oui, si vous avez un talisman, exactement, c'est le terme. Si vous avez une divinité indienne et derrière, l'œuvre est assez importante puisque c'est un portrait de l'artiste que vous avez juste derrière. Self-portrait. On voit bien ce côté de l'argile. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces figurines donc, sont recomposées entre elles avec de l'argile qui vient donc, de la rivière du Gange. Ouais, c'est original, ça. C'est un nouveau travail, en fait, qu'on ne lui connaissait pas. De voir l'intérieur, ce qui est toujours passionnant dans ces œuvres, c'est de voir évidemment toute cette recomposition très particulière à l'artiste. Oui, d'accord. Fabuleux, oui. Très beau, très beau.
Très bien. Merci beaucoup. Merci, hein. Merci infiniment. Voilà, qui n'est pas indien, mais dont on est voilà, particulièrement heureux aussi d'avoir sur le stand de Perrotin, c'est cette composition-là des deux artistes, Ueda et Otani Workshop, qui font en même temps partie du programme Healing qu'on peut voir actuellement, curaté par Takashi Murakami. Moi, cette composition, elle me plaît énormément, pas seulement parce que j'aime la céramique, mais parce que je la trouve aussi très, très subtile, très sensible. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bien sûr. Alors, vous avez ici Otani Workshop, qui, comme son nom ne l'indique pas du tout, n'est pas un collectif d'artistes, mais il s'agit d'un céramiste uniquement donc japonais qui travaille sur l'île d'Awaji, qui est au sud de Kobe, qui est très jeune, 40 ans à peine. Il travaille dans une ancienne industrie de tuiles, où il a un énorme four, et ce qui lui permet de réaliser des petites céramiques, évidemment, ou alors même des bronzes assez monumentaux que nous avions montrés dans notre exposition à Paris en printemps 2019. L'artiste, la scénographie, évidemment, est très, très intéressante, puisque comme il vit sur une île, tout ce qui est bois, vieilles caisses, portes de garage, etc., voilà, c'est très, très important dans tout son travail. Et nous avons donc composé ce petit cabinet avec des vases du céramiste Yuji Ueda, qui fait partie de cette nouvelle génération de céramistes japonais. Il y a toujours une grande sensibilité qui se dégage évidemment de ces œuvres-là, très intimes. Oui. Ce qui est intéressant, c'est chez cette nouvelle génération de céramistes, c'est qu'on se situe, on explore sans arrêt en fait la différence entre la sculpture et la céramique. Donc, en termes murakamiens, on pourrait dire entre les originaux et la marchandise, entre les œuvres d'art et la marchandise plus précisément. C'est un artiste que vous présentez pour la première fois à la galerie? Alors, ce que nous disions, c'est que ces œuvres font partie du Kaikai-Kiki Group, donc qui a été fondé par Takashi Murakami, collectif d'artistes japonais. Et nous les présentons en ce moment dans notre exposition Healing, pour notre espace à Matignon jusqu'au 28 novembre. D'accord. Okay. Voilà. 11 artistes du Kaikai-Kiki pour être précise. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Une première aussi à Eisenhower, c'est ce heureux mélange, j'allais dire, entre l'historique, mais là pour le coup très ancien, vous allez voir, et le très contemporain, avec une proposition de Marella Rossi, qui a l'habitude de collaborer avec Daniel Buren, avec des artistes aussi de la galerie A Continua, et qui, là, avec la galerie A Continua, présente cette pièce, cette installation de Shilpa Gupta, dont Madalena va vous parler. Shilpa Gupta, c'est l'autre très, très, très grande artiste en Inde. Et en écho sur le thème de la protection de la frontière, du secret, en écho à également une présentation d'antiquité de Marella Rossi. Donc, je laisse la parole à Madalena. Bonjour. Bonjour. Effectivement, comme Alexandra le dit, c'est une œuvre d'art qui parle de frontières. Donc là, tout ce que vous voyez, c'est des objets qui ont été confisqués à l'aéroport de Montréal. Donc, ce sont des objets qui deviennent tout d'un coup des objets fantômes qui ont existé, qui aujourd'hui sont dans une frontière entre l'existence et l'oubli. Ils sont ici divinisés, mis sur cette sorte d'auteuil, brodé au lin. Vous pouvez faire et vous voyez sur une thématique avec les murs qui sont donc autour. Il y a des photographies qui représentent la même thématique, donc des objets toujours. Oui, parce que Shilpa Gupta, elle est surtout connue pour ses photos, en fait. Hein. C'est comme ça qu'on l'a. Elle est surtout connue pour ses photos. Hein. Non, photo et installation. Donc, elle travaille beaucoup sur l'interdiction, la frontière et surtout la sécurité. Donc là, vous voyez une autre installation qui est très intéressante. C'est une nuage. Donc, une nuage qui est par excellence la nature, l'élément le plus libre. Donc, qu'il est libre de flotter sur tout type de frontières. Donc, elle a fait souvent des photos pour reprendre votre discours, entre les frontières en photographiant le ciel. Donc, la liberté du ciel par rapport aux frontières politiques
qui donne des interdictions sociales. Et là, cette image fait un grillage, donc le grillage qui est la prison et donc l'enfermement par excellence. Donc ça, c'est une installation très conceptuelle, construite sur le paradoxe d'un élément naturel libre et un matériel d'enfermement. Là, vous voyez encore une photo qui a été faite donc pendant les attentats à Londres. Donc c'est un sac, un bagage de tous les jours où il y a écrit "There is no explosive in this". Et donc ici, vous voyez Cela est donc comme vous voyez, c'est la France. Donc elle a demandé à 100 personnes d'âge et rang social différents de dessiner leur pays. Voilà. Donc elle a fait ça avec des pays aussi qui ont beaucoup plus de problématiques en termes d'annexion des îles. Et donc là, vous voyez les résultats d'une recherche Internet. Donc de 100 surpositions de la représentation de la France. Voilà. Et ce sont les objets qui ont été confisqués à l'aéroport. Voilà, donc toujours en lien avec la pièce que vous voyez au milieu de la pièce. Bravo pour cette belle installation. Et pour terminer, donc ici, toujours au même sujet donc de frontières, vous revoyez les objets fantômes. Dans ces cas-là, c'est les objets qui ont été mis sur une table et ils ont été peints à l'acrylique avec du spray. Donc là, vous envoyez le reste. Et à nouveau, on ne sait pas s'ils ont existé, s'ils existent, ils sont en train de disparaître. Et en même temps, ils racontent des histoires de gens, des passages. Qu'elle aussi, on ne sait pas si elle existe ou pas, parce qu'une autre thématique qui est très importante, c'est celle de l'identité. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Bon. Merci Magdalena. Et vous avez vu ce paravent historique? Omar, tu en es où avec la batterie? Un mot sur le paravent. 6%. Le nombre de gens qui nous disent à quel point c'est un bonheur d'avoir aussi un peu d'anciens, parce que ça réchauffe dans cet hôtel particulier à Paris que tu connais, hein, mais qui n'est pas spécialement froid, qui n'est pas spécialement white cube. Mais c'est vrai que d'avoir ces objets sur le même thème par ailleurs, ça donne une profondeur, je trouve. Et là, je vous laisse pareil là pour raconter une seconde. Je dirais même que ça donne de l'âme dans son intérieur. L'art contemporain a toujours été contemporain à travers les époques. Et si vous vous approchez du paravent du XVIIe siècle, fait en Chine à Coromandel, il n'y a pas plus moderne que les rochers verts et que les nuages. Tout le thème de cette exposition tourne autour de la protection. Shilpa-Gupta, c'est les frontières, se protéger. Et le paravent, c'est de se protéger. Les secrétaires du XVIIIe, c'est de cacher des secrets à l'intérieur, des notes secrètes. C'est pour ça qu'on ne peut pas ouvrir ni le secrétaire ni le coffret japonais parce que la clé est suspendue. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai voulu, malgré Shilpa-Gupta qui a une idée de recréer les frontières, j'ai voulu justement enlever les frontières en faisant un mélange d'art ancien et d'art contemporain. C'est magnifique, mais ce coffre, il permet de donner justement une richesse à une collection d'art contemporain. Il y a énormément de gens qui se sont rendus compte que il y a des choses qui ont été modernes à travers les époques. Et je terminerai là-dessus. C'est que vive le moderne à travers les époques. Bravo. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais juste qu'on termine. Après, on peut continuer vraiment encore longtemps. Moi, j'en serais ravie. Mais Nathalie Obadia est là, est disponible. Et j'aurais peut-être aimé qu'elle vous parle, notamment des artistes indiennes, sur la proposition qu'elle fait. On a beaucoup de chance avec le programme de Nathalie. Elle a vraiment mis en valeur une sélection formidable de son programme asiatique. Et pour Anne-Claire Dalby et son groupe BNC à Londres, malheureusement, c'est un groupe qui souvent voyage à Paris et qui n'a pas pu venir. Et j'aurais aimé
Nathalie, que tu puisses un petit peu voilà, leur raconter la sélection d'artistes, d'abord indiennes, et puis peut-être voilà, parler des artistes. Voilà. Alors, l'artiste indienne qui est née à Calcutta, mais qui vit aux États-Unis depuis très longtemps, c'est Rina Banerjee. C'est la sculpture qui est ici, les 3 dessins et cette sculpture aussi qui est ici. Donc, Rina Banerjee est aujourd'hui considérée comme un des grands artistes de la scène indo, on va dire, américaine, avec elle fait en ce moment un tour de musées dans plusieurs musées américains, dont le PAFA à Philadelphie, un musée, le Nasher à Durham. Elle a fait une très belle exposition il y a déjà 7-8 ans au musée Guimet. Elle a bien investi complètement au musée Guimet et elle vient d'être acquise par le Centre Pompidou. Voilà, donc c'est vraiment un travail qui mêle à la fois sa culture d'origine et sa culture d'adoption, avec justement ce foisonnement de sculptures faites d'objets et avec des éléments qu'elle trouve soit lors de ses voyages, soit à New York et Tennessee, qu'elle retransforme. Voilà, c'est pour montrer justement toute la narration de ce qui est aujourd'hui l'hybridation des cultures. Et l'autre point fort donc, que nous avons voulu mettre en avant, c'est un artiste ici qui est Shapur Pouyan, qui est né en Iran. Il en est parti, mais il peut toujours y retourner depuis 2 ou 3 ans. Il habite entre les États-Unis et Londres. Nous avons d'ailleurs vendu une série d'œuvres au Victoria et Albert Museum. Il est aussi dans la collection du British Museum. Et ici, vous avez une installation de céramique qui représente, il a fait un ADN sur ses origines et s'est aperçu qu'il était issu de 22 pays, régions différentes. Il a fait donc des céramiques qui reprennent les symboles forts de l'architecture et du pouvoir, aussi bien de la Corée du Sud que la Norvège, que la Perse, que la Palestine, que l'Ouzbékistan. Voilà. Et ça aussi, c'était intéressant. C'était pour montrer que voilà, tout Iranien, c'est un peuple qui a aussi bénéficié de beaucoup d'autres cultures, voilà, d'influence. Voilà. Et on va terminer avec Wang Qiping, qui est un artiste chinois qui a 70 ans, qui a quitté la Chine au début des années 80, au milieu des années 80 exactement, et qui travaille aujourd'hui à Paris, et qui est reconnu pour ce travail sur le bois, qui est absolument extraordinaire. Donc, c'est lui-même qui choisit ses bois, qui les travaille. Ce sont des sculptures en un seul morceau, qui reprennent des formes très universelles, que sont le corps, que sont les couples, que sont les animaux. Voilà, et il en fait des œuvres qui sont totalement hors, on va dire, du temps, hors de certains points justement précis de culture. Et c'est aujourd'hui un souffle formidable dans le travail qu'il offre, parce qu'il est tout seul à se battre et à transformer les bois. Voilà. Merci beaucoup, c'est formidable, quel beau stand. Merci beaucoup. Ah ben, je n'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un. Bon, ben, merci beaucoup. Ah, pardon. Tu me parlais à moi. C'est magnifique, hein, magnifique, vraiment. Ouais, belle découverte. Si la foire a lieu aujourd'hui, c'est vraiment grâce à ces galeries voilà, locales qu'on côtoie tous les jours à Paris et qui ont voilà, pris le parti de présenter leur programmation. Après, on a la chance aussi d'avoir voilà, 4 galeries de Taipei qui ont envoyé leurs œuvres. On a Yun Yao qui a été coincé en confinement et donc là, on a Reben Chopra, son travail commissionné par la Fondation Gujarat qui est présenté à la fois chez nous et au musée. Ah, ça y est. Guillemets, dans notre programme Off l'Asie maintenant, sous l'impulsion de Sophie Macariou, qui présente aussi Rina Kalat et le Bamboo Art Prize. Donc c'est une édition très très particulière, mais où la qualité des projets. Voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin de la batterie de Omar. Bah, écoute, on a eu de la chance là. Je trouve qu'on a vraiment eu une super visite de toutes les propositions étaient vraiment assez étonnantes.